On y est. Alors, le titre du cours aujourd'hui, c'est la pharmacologie des troubles de la cognition. Déjà, pharmacologie, on sait, troubles, on sait, cognition, on va jeter un petit œil. C'est complexe quand même. Hein. C'est la cognition. Alors, on lit ensemble. Hein, regroupe les divers processus mentaux. Donc déjà, c'est des processus mentaux qui vont de l'analyse perceptive de l'environnement. Déjà, donc on reçoit à la commande motrice. Et alors, on passe, pour aller de l'un à l'autre, par la mémorisation, par le raisonnement, interviennent les émotions, puis le langage. Alors, vous voyez que c'est un peu compliqué, c'est un processus mental, mais disons que pour faire simple, ce dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est des troubles de la cognition, il va s'agir des démences, ce sont les démences, et ce qui va dominer, ce sont les troubles de la mémoire. Hein, les gens âgés qui oublient tout. Ça va jusque-là? C'est un peu hard comme départ, mais... Alors, voilà un joli cerveau, une coupe sagittale, et vous avez ici, in English, excusez-moi, repris les différents éléments qui touchent à la cognition. Donc, la mémoire, l'apprentissage, enfin, la mémoire pour l'apprentissage visuel, le fonctionnement moteur, la mémoire pour l'exécution, le travail plutôt, ici les fonctions exécutives, l'influence verbale. Pour moi, c'est très complexe, hein. Mais bon, mon propos n'est pas de vous faire un cours de neurologie, je ne suis pas neurologue, je n'ai pas la compétence pour le faire, c'est simplement pour vous des documents qui vous permettent de vous réafférenter avec des notions antérieures que j'imagine on vous a déjà parlé. Je vous trouve bien dissipé aujourd'hui. Vous préférez le métabolisme des antiépileptiques, hein, je le sens bien. N'oubliez pas de le réviser. Hein. Bon, alors, trouble de la cognition, enfin cognition, hein, et puis maintenant trouble de la cognition, je vous l'ai déjà dit, ce sont les démences. Alors, les bases physiopathologiques, c'est très complexe, mais on va essayer de faire simple. En gros, vous avez les démences neurodégénératives, les démences vasculaires et les mixtes. Bon, neurodégénératives, c'est les neurones qui ne vont pas bien. Dans tous les cas, c'est les neurones qui ne vont pas bien, mais dans ce premier cas des démences neurodégénératives, c'est le point de départ, c'est le neurone. Ici, dans les vasculaires, c'est en fait les neurones qui fonctionnent moins bien parce qu'il y a des problèmes vasculaires. Donc, en gros, c'est l'alimentation des neurones en termes de nutriments, d'oxygène, etc. Donc, c'est un défaut de vascularisation. Donc vous trouvez là-dedans l'hypertension artérielle et c'est clair que la cible sur cette physiopathologie un peu vague, hein, touchant l'hypertension artérielle, c'est évidemment le traitement de l'hypertension artérielle il y a un truc qui me déplaît encore, c'est ce bazar là. Voilà, ça va mieux. Alors, ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est les démences neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, dont vous avez déjà entendu parler. Et là, en fait, là où ça déraille un peu, c'est essentiellement, enfin pour ce qu'on en sait, parce qu'on est loin de tout savoir, donc si on ne connaît pas bien la maladie, l'application pratique, c'est qu'on ne sait pas bien la traiter. Hein, donc ça, c'est clair. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est c'est le reflet de l'état actuel des connaissances qui est limité. Alors, le mécanisme principal reconnu actuellement, c'est donc une atteinte précoce des voies cholinergiques et une atteinte précoce qui se traduit par un déficit
d'acétylcholine. Et la cible principale, et on va y revenir, enfin pas la cible, l'outil pharmacologique principal, ça va être les anticholinéstérasiques qui vont contribuer à empêcher la dégradation naturelle de l'acétylcholine. Alors il y a d'autres mécanismes qui peuvent intervenir, ayant chacun un traitement ou des traitements correspondants, mais on ne va pas développer l'inflammation, le stress oxydatif, l'apoptose, les hormones. Bon, c'est pour placer un peu les choses dans leur contexte, on va se concentrer essentiellement sur l'Alzheimer et ce que l'on sait de ce qui ne va pas bien au niveau du fonctionnement neuronal. Alors, l'Alzheimer, c'est une démence neurodégénérative à prédominance corticale. Elle touche en premier les fonctions cognitives, d'où mon introduction, essentiellement les troubles mnésiques, donc déficit de la mémoire, et ça, évidemment, ça se répercute sur le comportement et l'adaptation sociale des patients. C'est une maladie qui est fréquente, si vous voulez, même si on n'est pas très savant, excusez-nous du peu en termes de thérapeutique, il n'en demeure pas moins que c'est un problème de santé publique très important. D'où l'intérêt des recherches pour essayer de faire reculer les limites de notre ignorance, qui est encore bien importante dans ce domaine. Alors l'Alzheimer représente 70% des cas de démence, donc vous voyez, ces démences sont principalement d'origine neurodégénérative. Ça touche, vous voyez, beaucoup de monde en France, mais ailleurs aussi, enfin on donne les chiffres nationaux. Ça représente 5% de la population de plus de 65 ans et 20% de plus de 80 ans. Il y a plus de 100 000 nouveaux cas par an. Et ces pathologies, les patients atteints de cette pathologie représentent à peu près 70% de l'occupation des lits de long séjour. Donc ça a un impact en termes de santé publique, évidemment, sur le confort, sur l'inconfort des patients, mais aussi des conséquences très lourdes au plan économique et social. Donc le sujet dont on s'occupe est très pertinent, même si les connaissances que l'on a sont limitées et les outils pour essayer d'y remédier aussi. Parce que vous avez vu qu'il y avait 80% d'origine neurologique. Bon, donc la part sur laquelle on sait un peu plus agir, secondaire dans les causes vasculaires en jouant sur l'hypertension, est quand même limitée par rapport à l'ensemble des démences. Alors, on rentre dans des choses que je ne connais pas bien. Non, c'est la napate de l'Alzheimer. Ce n'est pas mon rôle de vous faire ça. Je vous ai mis ça là, tiré des bouquins, pour vous réafférenter à des connaissances antérieures. Quand même, il y a une chose simple, hein, c'est que l'Alzheimer, ça se caractérise par une atrophie corticale. Hein, il y a le cerveau qui rétrécit. Hein. Bon. Quand on va un peu plus loin, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des dépôts de peptides bêta-amyloïdes qui donnent des plaques séniles. Et ça, c'est une des caractéristiques anatomopathologiques et une dégénérescence neurofibrillaire. En gros, il y a une perturbation du cytosquelette. Hein, il y a une perturbation au niveau des neurofibrilles, des neurones, avec une hyperphosphorylation de la protéine Tau. Bon, croyez-moi sur parole. Et cette protéine, elle est chargée de stabiliser les microtubules. Et quand elle est trop phosphorylée, elle ne fonctionne pas bien. Et ce n'est pas bien pour les neurofibrilles, mais je ne vous en dirai pas plus. Alors, la diapositive suivante reprend un petit peu plus ces choses-là. Les plaques séniles, c'est de l'accumulation sphérique des protéines bêta-amyloïdes, d'accord. Cette protéine, c'est un polypeptide court. Il y a un précurseur, c'est l'amyloïde précurseur
protéine, bon, qui est sécrétée par les neurones. Et ce qu'on subodore, c'est que ce précurseur n'est pas clivé correctement, et ça serait ça à l'origine du trouble. Bon. Je ne m'avance pas davantage sur ce terrain, pour moi, un petit peu glissant. Ici, ce schéma a la prétention de vous donner une idée de où se situent les perturbations. Là, vous avez le neurone normal, vous avez ici les microtubules. Vous raconterez le film d'hier soir plus tard. Et la protéine Tau qui intervient dans la stabilité de cette microfibrille, c'est les petites aspérités que vous voyez ici. Alors là, ça ne va pas, c'est une plaque amyloïde et les neurofibrilles qui se désintègrent. Alors, macroscopiquement, ça se traduit, vous voyez, le cerveau sain, ah zut, le cerveau sain avec, vous voyez, le ventricule, et de plus en plus malade. Ce que vous constatez, c'est que le cerveau devient de plus en plus petit, qu'il diminue dans son épaisseur et que une des conséquences indirectes, c'est qu'en apparence, la taille des ventricules augmente. Mais en fait, c'est une conséquence de la diminution de l'épaisseur. Ce n'est pas du tout une hydrocéphalie, ce n'est pas bombé. Alors, ça reprend un peu la même chose. Ça reprend un peu la même chose, mais en vous situant des zones touchant liées aux perturbations, aux symptômes. Vous voyez, le ventricule est devenu en apparence très gros. Et là, la zone du langage et la zone de la mémoire. Ça, c'est en histologie ce que vous voyez. Ce sont des plaques amyloïdes. Bon. Et puis là, c'est des neurofibrilles dégénérées. Tiens. Voilà. Alors, on en arrive un peu plus précisément à ce qui nous occupe, les perturbations biochimiques et celles sur lesquelles on peut agir. Ce qui caractérise cette pathologie, c'est un déficit important en choline acétyltransférase, à la fois dans le cortex et l'hippocampe. Et ces systèmes cholinergiques sont importants surtout pour l'apprentissage, pour la mémoire, pour la cognition. Et les perturbations se situent à la base du cerveau antérieur. Je n'irai pas plus loin. Voilà une synapse cholinergique, un neurone présynaptique qui va sécréter de l'acétylcholine, qu'il a fabriqué à partir de la choline, qu'il est allé ramasser dans son environnement avec un canal qui va lui permettre de la rattraper, l'acétyl-CoA qui va acétyler cette choline, et puis le médiateur de ce neurone cholinergique, c'est l'acétylcholine qui va être sécrétée donc dans la fente synaptique et qui va pouvoir agir sur des récepteurs muscariniques et des récepteurs nicotiniques. Voilà en gros Alors, c'est bizarre que ça ne s'y trouve pas ici. La cholinesterase, c'est l'enzyme qui, présent dans la synapse, va intervenir pour limiter la durée de l'action du médiateur, en cassant l'acétylcholine, en libérant à nouveau acétate et choline. Et dans la maladie d'Alzheimer, le déficit est dans le déficit en acétylcholine, et on va, elle est là l'acétylcholinestérase, on va essayer de l'inhiber pour limiter cette dégradation et essayer d'augmenter sa concentration et compenser le déficit en rapport avec la pathologie. Ça, c'est
un peu plus fin dans la mesure où vous avez les formules chimiques, de l'acétyl-CoA, de la choline, l'acétylcholine, et puis l'effet de l'acétylcholineestérase qui va libérer à nouveau de la choline et de l'acide acétique, du vinaigre. On peut continuer ? Alors, vous allez voir, il y a deux types de médicaments, mais un principalement. Le premier type de médicaments, ce sont, je vous l'ai déjà annoncé, les inhibiteurs des cholineestérases. Alors, les molécules qui inhibent l'activité de ces enzymes sont l'atacrine, c'est historiquement le premier, on va y revenir, le donépézil, la rivastigmine et la galantamine, donc 4 molécules. Elles ont pour conséquence d'augmenter les concentrations d'acétylcholine dans le cerveau, et ce sont à peu près les seules qui aient permis d'obtenir, semble-t-il, un certain degré d'amélioration. Vous voyez que je suis extrêmement prudent. Alors au plan pharmacodynamique, ces anticholinestérases sont différentes selon le fait qu'elles agissent de manière plus ou moins sélective sur l'acétylcholinestérase. Au plan pharmacocinétique, bon, je n'ai pas grand-chose à en dire. Non, mais qui mérite d'encombrer votre mémoire. Disons que les différentes caractéristiques, c'est surtout des différences de caractéristiques pharmacodynamiques, permet d'essayer de faire un choix sur la molécule. Bon, encore que, on va attendre la diapositive prochaine pour la suite du encore que. Ici, c'est une façon d'aller un peu plus loin dans la distinction entre les différentes anticholinéstérasiques qui entraînent une inhibition qui est réversible quand même, hein, rapide, concentration dépendante de l'acétylcholinestérase. Le donésépyle, c'est celui qui est sélectif. L'atacrine n'est pas sélective. Bon, donc c'est une réaction régie par la loi d'action de masse, et dès que l'inhibiteur n'est plus là, il n'y a plus d'inhibition. En revanche, il y a des inhibiteurs dont la réversibilité est plus lente, c'est-à-dire que quand il y a une liaison qui se fait entre l'inhibiteur et l'enzyme, le complexe dure plus longtemps, la dissociation demande du temps, donc l'inhibition se prolonge. Et cette inhibition plus longue est réalisée par la rivastigmine, qui est un enzyme qui agit sous une forme carbamylée et qui est donc hydrolysé lentement avec un effet qui persiste au moins 10 heures, donc la moitié d'une journée. Et ça persiste alors que la concentration de l'inhibiteur a disparu, qu'elle a baissé, que l'inhibiteur a disparu de l'environnement, mais il y a des complexes qui restent encore et qui se défont lentement. Alors, il y a, pour être tout à fait complet, entre ces inhibiteurs réversibles, cet inhibiteur qui est partiellement réversible, pour être tout à fait complet, mais on sort du cadre du traitement de la maladie d'Alzheimer, il y a des inhibiteurs irréversibles pour lesquels le produit se lie de manière covalente à l'enzyme et bloque l'enzyme de manière définitive. Il n'y a pas d'autre solution pour l'organisme pour corriger ça que de resynthétiser de la protéine enzyme. Et ça, c'est réalisé par des toxiques, hein, des dérivés organophosphorés, notamment des gaz de combat, par exemple, des insecticides aussi. Enfin, ce n'est pas notre sujet, mais c'est simplement pour que vous ayez une vision à cette occasion un petit peu globale des différents types d'inhibiteurs de la cholinestérase, l'acétylcholinestérase, et de situer les médicaments de la maladie d'Alzheimer dans un ensemble plus vaste. Ça, vous n'avez pas à l'apprendre,
ce qui est bon de retenir, c'est quand même les noms des molécules, et ça c'est la DCI, la dénomination commune internationale. Donc vous retrouvez la tacrine, donépézil, rivastigmine, galantamine. Vous avez les noms de spécialité parce que vous ne pourrez pas ne pas les croiser, et c'est quand même important que vous ayez sur un document la correspondance entre les deux. La tacrine, c'est le Cognes. Je suis sûr que vous avez une question, vous là. Vous êtes tellement occupé. Vous avez une question? Que ça serait bien que tout le monde en profite. La tacrine, c'est le Cognex. Donésépine, c'est l'Aricept. Rivastigmine, Exelon. Galantamine, Réminil. Pas d'effort de mémoire là-dessus, parce que c'est des noms commerciaux, mais bon, c'est quand même pas inutile de les avoir croisés. Intérêt d'administration monoquotidienne pour l'automie des patients, c'est le seul qui soit dans ce cas, c'est le donésépine. C'est simplement pour ça. Là, c'est en 4 fois, là, c'est en 2 fois, là, c'est en 2 fois, là, c'est en 1 fois. Bon, faites pas trop d'efforts de mémoire là-dessus. Simplement, retenez qu'il y en a 4 et quels sont ces 4. Alors, ces inhibiteurs, comme je vous l'ai dit, de la cholinestérase vont augmenter la concentration d'acétylcholine au niveau de la synapse. Ça suppose qu'il y ait des neurones présynaptiques qui soient fonctionnels et qui synthétisent l'acétylcholine, parce que s'il n'y a pas d'acétylcholine, l'effet de l'inhibition de l'enzyme de dégradation est nul. Ça a été testé dans des démences légères à modérées. Vous allez comprendre le lien avec le deuxième type de médicament dont je vais vous parler après. Le résultat qui ressortent le plus clairement des essais thérapeutiques, c'est quand même un retard, semble-t-il, au déclin cognitif, qu'on n'observe pas avant 3 mois de traitement. Il faut bien 6 mois pour pouvoir juger. Mais quand même, ce que vous pouvez retenir, c'est que le ralentissement de la dégradation des fonctions cognitives, c'est un peu un euphémisme, est quand même modeste. Ça veut dire que les ressources thérapeutiques qui sont les nôtres actuellement sont malheureusement très limitées. Alors, même si ces médicaments n'ont pas un effet vraiment assuré, ils ne manquent pas, comme tous les médicaments, d'avoir des effets indésirables. Et ils ont les effets indésirables. Ça, c'est intéressant parce que c'est un peu plus facile à mémoriser en rapport avec le mécanisme d'action. Donc, ils vont favoriser l'augmentation de la concentration d'acétylcholine partout où ils vont, et donc ça va avoir un effet cholinergique. Alors ça va se traduire au niveau de tous les organes où il y a une stimulation cholinergique, notamment au niveau du tube digestif, parce que l'inhibition de l'acétylcholinestérase se fait partout, c'est-à-dire que ça concerne aussi bien les stimulations de type nicotinique que muscarénique. Au niveau du tube digestif, ça va provoquer chez les patients des nausées, des vomissements, ça peut provoquer des douleurs abdominales, de la diarrhée, tout ce qui accélère le transit. Au niveau cardiaque, ça va ralentir, souvenez-vous de la physiologie, de la pharmacologie, provoquer possiblement des bradycardies, des syncopes, donc il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas des troubles de conduction auriculo-ventriculaire avant de commencer le traitement. Au niveau des bronches, bronchoconstricteurs. Au niveau de la défense de la paroi gastrique, ça va favoriser la survenue d'ulcères gastro-duodénaux. Ça va faire couler le nez et ça peut provoquer des perturbations du fonctionnement cérébral, parce qu'il y a quand même beaucoup de récepteurs cholinergiques au niveau central, provoquer confusion et chute. Vous avez ici, ça c'est des effets indésirables non spécifiques en rapport avec le mécanisme d'action commun à l'ensemble de ces molécules. À droite,
et ça, c'est vraiment de la pharmacologie. Ici, vous avez des effets plus spécifiques. La tacrine, c'est le premier médicament qui a été cité dans la liste. Il est peu utilisé à cause de sa toxicité hépatique potentielle. Donc, au placard. Le donazépam, c'est celui qui se donne une fois par jour. Au début, il provoque des cauchemars. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement dans les doses. Il n'est pas toujours bien toléré au plan digestif. La rivastigmine, trouble digestif au début. Bon, la glantamine, on n'en dit pas grand-chose. Alors, le deuxième type de médicaments, c'est des médicaments qui agissent sur un autre type de récepteurs, les récepteurs NMDA, et ce sont des antagonistes glutamatergiques. La molécule, il n'y en a qu'une à citer, c'est la mémantine. Donc c'est un antagoniste voltage dépendant non compétitif des récepteurs NMDA. Et en gros, ça va moduler les effets des concentrations élevées pathologiques de glutamate. Déséquilibre glutamate-acétylcholine. Alors les effets ont été testés dans des démences sévères, alors que pour les précédents, c'était dans des démences modérées. La demi-vie, je vous l'ai mise là parce que pour vous montrer que ça s'élimine quand même très lentement. Pharmacocinétique non linéaire, bon ça c'est plutôt un élément rassurant. C'est un médicament qui est essentiellement éliminé par le rein, donc il va avoir des conséquences en cas d'insuffisance rénale pour l'adaptation de posologie. Les principaux effets indésirables rapportés sont hallucinations, confusion. Ce sont des médicaments qui sont quand même pas de maniement facile à cause des effets indésirables. Pour le moment, c'est pas encore très largement utilisé à cause de ces effets indésirables. Donc vous voyez, c'est deux types de médicaments, surtout les premiers qui sont utilisés, le second pas tellement, avec des effets indésirables et peu d'efficacité. Donc vous voyez, ce n'est pas très très excitant. Les conclusions des études cliniques, c'est que l'effet bénéfique de ces produits est très modeste. Très modeste. Et que après c'est les vœux pieux, les recherches futures doivent se centrer sur l'impact à long terme de ces améliorations, sur la qualité de vie, le besoin de placement institutionnel et la charge pour les auxiliaires de vie. Bon, ok, mais on n'est pas très riche en ressources thérapeutiques. Alors, quand on veut comparer les trois inhibiteurs des cholinésterases entre eux, à part les effets indésirables en termes d'efficacité, les études ne permettent pas de les classer véritablement en termes de puissance. Les études sont pas toujours d'excellente qualité. Bon, je crois qu'on peut se passer ça. Voilà. C'est finalement pas très long, c'est pas très compliqué, mais les ressources thérapeutiques sont limitées. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous avez envie de vous barrer? Très bien, bon courage et bonne révision.